Le second de cuisine de ce restaurant 1 étoile s'appelle Mathieu Otto. Vous faites chaîne? Non, vous détonnez. Pendant 1 an et demi, il a passé toutes les sélections pour représenter la France au Bocuse d'Or, l'un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde. Choucroute au centre. À 35 ans, ce natif de Sarreguemines s'est taillé une petite réputation locale en travaillant les produits du terroir. Le fait de pouvoir faire les plats qu'on aime manger en famille et partager. Mes origines, c'est la cuisine de ma grand-mère, celle que j'aime, de mon grand-père, qui était un fan de potager et qui m'a transmis un peu cette passion du légume et le respect du produit. Vas-y, hop. 15 ans qu'il rêve du concours. Depuis son entrée à l'école de cuisine. Quand on nous parlait de Bocuse d'Or, je trouvais que ça nous vendait déjà, ça nous vendait du rêve. Après, c'est sûr que je pense que tous ceux de ma classe et du lycée encore aujourd'hui, tout le monde se dit bah, ça serait bien, ça serait cool. Mais certains l'ont sûrement peut-être oublié ou se sont dit c'est pas pour moi. Et moi, c'est toujours resté un petit peu dans le coin de ma tête. Et ça met un petit coup de piment dans ce côté de la cuisine. Face à lui, dans quelques semaines, des candidats du monde entier, entraînés pour gagner. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'Argentine. L'Australie. 24 nations. La Belgique. Et 2 jours d'épreuve. Devant un public de 2000 fans. Des mois d'entraînement pour 5h30 d'épreuve. Tous doivent concocter une chartreuse de légumes en entrée. Et un carré de veau en plat. Pour les départager, une armada d'arbitres. 26 professionnels de la gastronomie qui évaluent l'esthétique, le goût et la maîtrise du geste. Derrière cette ambiance bon enfant, un combat entre des écuries de champions au budget colossaux. Face aux Français de Sarreguemines, les Américains de la Napa Valley en Californie, les tenants du titre, ont dégainé l'artillerie lourde. Un chef 3 étoiles au Michelin, Matthew Corkley, 35 ans. Le concours est tellement important pour lui qu'il a vendu sa maison de San Francisco pour se rapprocher de son centre d'entraînement. Il a aussi envoyé sa femme et sa fille 3 semaines chez sa belle-mère pour être tranquille. Hi, honey. Salut, chérie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis crevé. Et ma petite fille? Elle est avec maman, là. Elle lui offre une manucure pour son anniversaire. Violette voudrait te montrer le résultat. Il faudrait que tu les appelles en vidéo. Ah oui, ce serait bien, mais je conduis là. Je l'appellerai plus tard. Je vous aime, vous me manquez. Ok, je t'aime. Ah, c'est pas facile pour la vie de famille, mais bon, on est dans la dernière ligne droite. Son QG, les cuisines du CIA, l'Institut culinaire américain. Il s'y entraîne 14 heures par jour, avec une équipe de 10 personnes. Ça va? Tous sont employés pendant 18 mois par une fondation privée qui a déboursé 3 millions d'euros pour décrocher le Bocuse d'Or. Une armée de petites mains, aux ordres du chef Robert Soulatiki. Ce jour-là, entraînement en temps réel. Le persil, allez, c'est parti. T'as le jus de citron avec toi? Non, pas encore. Je te le répéterai pas 2 fois. Hein. Oui, chef. Parce que si on est déjà à la bourre ici, autant rester à la maison. Hein. Robert était déjà le coach du candidat victorieux il y a 2 ans.
Les huîtres, on envoie. La mousseline d'huîtres. Tâche chronométrée. Le robot. Ordre bref et précis. 30 secondes. On se croirait chez les Marines. 8 minutes sur 15. Top chrono pour la chartreuse. Matthew a 20 minutes pour dresser ce tartare de fruits de mer à l'estragon qui viendra composer sa chartreuse, un gâteau de légumes et de coquillages. T'as 9 minutes d'avance. Si Matthew tient la cadence, Allez, Mimi, dépêche-toi. Mimi, la commis de 24 ans qui l'accompagnera à Lyon, se débat avec la décoration. Une fausse coquille d'œuf reconstituée à base de seigle. Et un mélange de pousses vertes appelé salade pastorale. D'après Jordan, l'assistant coach, Mimi cumule 12 minutes de retard. Il m'en faut combien là déjà? Pardon? Il me faut combien? 16 et 16. Il faut 2 plaques de 16. Prévois du rab à chaque fois. Comme ça, on peut retirer les cassés. Va falloir réfléchir à une nouvelle méthode. On a dû changer la méthode de travail ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle est en retard. Il se marchait dessus pour aller au four. Les plats n'étaient pas lavés à temps. Il fallait qu'on organise mieux l'espace. Il faut qu'elle retienne toute cette nouvelle organisation. Si elle a envie de pisser, tant pis, elle y pense pas. Elle n'a pas le temps. Jordan et Mimi travaillaient déjà avec Matthew dans un restaurant 3 étoiles de San Francisco. Ils ont tous démissionné pour préparer le concours. 1 an et demi de travail, pour un salaire tenu secret, payé par la fondation. Secrètent aussi les subtilités de la recette. Faut pas leur montrer ça, en aucun cas. Nous n'avons eu droit qu'à 1 heure de tournage. Les Américains redoutent l'espionnage. En dehors de ses entraînements quotidiens, Matthew mène une vie d'ascète. Le titre de meilleur chef du monde viendrait couronner un parcours sans faille. Fils d'ouvrier né à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, mauvais élève à l'école, il découvre la cuisine par hasard, à l'âge de 15 ans. Mon père m'a dit de me bouger et de trouver un travail. Je me suis retrouvé plongeur dans un petit resto. Et un soir, on m'a demandé de donner un coup de main en cuisine. Je suis tout de suite tombé amoureux du métier. J'aimais l'énergie et les efforts que ça demandait. Et puis, ça me faisait du bien d'être encadré. Je me sentais bien mieux en cuisine qu'à l'école. 2 ans d'école de cuisine, puis premier boulot de chef. Dans des brasseries d'abord, ensuite dans des palaces. En 2015, il prend les rênes d'un restaurant de poissons à San Francisco et se démarque avec des créations très esthétiques. Turbo emmailloté de tranches de légumes et beurre de cancale. Morue avec petits pois anglais et génépi. Moule au bacon façon cannelloni. L'an dernier, Matthew remporte le Graal, 3 étoiles, juste avant de démissionner. Au restaurant, je n'avais que quelques heures par semaine pour créer de nouveaux plats. À côté, je devais aussi gérer les fournisseurs, le personnel, le service et toute la préparation en amont. Je voulais vraiment me consacrer uniquement à la création sans aucune autre contrainte. Et c'est vraiment ça, les Bocuse d'Or. Comme ça va, je les retaille en 2. La créativité. La meilleure arme pour Mathieu, qui ne dispose pas des mêmes moyens. Il s'entraîne dans l'arrière-cuisine du restaurant. Son employeur l'autorise à répéter sur son temps de travail, avec Louis, un commis. Vin blanc, ail, échalote. Alors que l'Américain a 4 mois d'entraînement intensif. Mathieu ne va disposer que de 3 semaines bientôt à Paris. En attendant,
il peaufine un élément de la garniture. Ça, c'est épais. Peut-être si on mixait un peu. Un cylindre en pâte à bugne qu'il va garnir d'une curiosité alsacienne. C'est des Bouveux-Spätzle, c'est ça? Voilà. La région, je sais pas. J'ai pas encore la bonne prononciation. C'est une recette de la région à base de pommes de terre crues, pommes de terre cuites, mélangées. En fait, on va les associer avec la truffe. En plus de ces Bouveux-Splatze, des boules au réfort, une plante aux notes poivrées, le wasabi alsacien. C'est une crème de réfort que j'ai mis à congeler. Et ça, c'est un glaçage qui est fait avec un jus clair de veau. Voilà, très clair, un consommé presque translucide. Et dedans, on met de la purée de persil. Donc ça va nous faire cet effet un peu marbré. Parce que le Bocuse d'Or, c'est aussi ça, c'est des garnitures qui doivent être brillantes, généreuses, gourmandes. Ce qui est intéressant dans ce genre de garniture, c'est qu'on est assez libre. Il faut juste avoir de l'imagination et essayer de faire vraiment ce qu'on a envie, quoi. 2 heures de travail pour cette seule garniture. Si l'esthétique plaît au cuisinier, le goût est encore à revoir. Je pense que la tuile avec l'oignon et le bouvet, c'est vraiment dans l'optique de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est de l'assaisonnement, du réglage. Ouais. Mathieu n'a plus beaucoup de temps à consacrer à sa famille et à ses amis. Messieurs, dames, bonjour. À quelques jours de son départ à Paris pour les ultimes répétitions. Ça va, bonhomme? Ces soirées terrines et bière. Là, on a vraiment tout pour être heureux. Hein. Super. Anne, sa petite sœur mécanicienne, n'aurait jamais imaginé que ce gourmand invétéré depuis l'enfance soit un jour tenté par les raffinements de la haute gastronomie. Quand ma mère elle cuisinait le dimanche, oui, de temps en temps, on posait des questions, comment elle a fait, on regardait, mais sinon la cuisine, c'est plus manger en fait que la cuisine. Allez, santé. Merci à vous tous. Chin. À Paris, il rejoindra une équipe de professionnels qui va le faire répéter en conditions réelles. Musique à fond, pour 3 semaines intensives dans une école de cuisine. Il faut s'habituer à travailler dans le bruit, comme le jour J. Aux côtés du candidat mosellan à coach, Romuald Fassonnet, chef 1 étoile. Oui, voilà, tu laisses cuire. Marise bien, marise bien. C'est toujours ce côté-là qui est le plus important. Hein? Toi, tu vois ça, mais tout le monde voit celui-là. D'accord? C'est bien, allez. Romuald est rémunéré comme consultant, grâce à des financements de sponsors, des entreprises de l'agroalimentaire, qui déboursent 500 000 € pour soutenir le français tout au long de sa préparation. Un second coach, Johan Chapuis, surveille l'hygiène et l'organisation de la cuisine qui compteront pour 20% de la note. Il a même braqué 4 caméras sur le plan de travail. Quand on fait les débriefs, on peut leur prouver le geste. Ah ben ça, si je l'ai fait, ben non, regarde, hop. Et ça permet de régler pour avoir toujours un plan de travail organisé, propre. Même s'il pose une plaque, voilà, là je suis en train de voir que sa spatule elle est à l'envers. C'est grave ça, si la spatule est à l'envers? Ben, un juge qui passe dans le box, pourquoi elle est à l'envers? Je veux dire, voilà, pour nous c'est le grand détail, quoi. Pour corser le tout, la visite de 6 grands chefs, venus bénévolement conseiller le poulain tricolore. On va le monter directement dans les circuits. Non, c'est... T'as pas sa bouche? Il perd un temps de malade et surtout qu'on... il est comme ça, la spatule, tu vois, on a essayé une petite... On faisait ça au début. Mathieu ne se laisse pas impressionner. Il termine ses 2 plats à temps. Tu m'amènes la planche de découpe, s'il te plaît? Un résultat pour le moins différent de la choucroute de son restaurant. Attendez, on peut y aller. Chartreuse de mousse d'huître et de chou-fleur cuit au charbon et perles de gelée d'huître. Et ces fameux Bouveux-Splatze au réfort qui vont accompagner un carré de veau façon sac à main haute couture. Excellent. Super intéressant là. Ouais.
réfort, c'est très bien. Ça amène beaucoup de fraîcheur au plat. Ça amène du peps. Avec ces créations, les Français espèrent faire mieux que leur 5e place lors du dernier concours il y a 2 ans. Mathieu, ça va bien Et le jus est top. C'est vrai? Très bien. Merci. Jour J, 5h30 du matin. Chaque équipe apporte ses ustensiles. Pour le reste, les concurrents sont à armes égales. Les fours et les frigos sont fournis. Les produits viennent du même grossiste. Les Saint-Jacques, Oui, ils sont bien. comme le carré de veau. Les gars, on ne pose rien au-dessus. Matthew, le chef américain 3 étoiles, est arrivé avec sa brigade à Lyon il y a 1 semaine pour récupérer du décalage horaire. Ils ont fait venir leur matériel par avion cargo. Vous vous sentez comment, Robert? Ça va. Pas trop stressé? On peut. Un petit peu. C'est génial de revenir ici. C'est la 12e fois. Démarrage dans 20 minutes. Allez. Chaque équipe est assistée par un étudiant français et anglophone. Boris. Les équipes se font par tirage au sort. Julien, en licence d'art culinaire, est tombé sur les Américains. Tu t'arrêtes quand je te le dis. Tu nettoies les ustensiles et tu les remets en place. Ne confonds pas, ça c'est un verre doseur. And you want when you ask me to take the pot to the dishwasher, just leave it or wash it straight. Tu es content, Julien? Yeah, a little bit. 10 minutes. 10 minutes. Ça démarre dans 10 minutes. C'est un moment unique, ça. 3, 2, 1. Stop, c'est parti. À droite, Mimi, à droite. Ok, à droite. 5h30 d'épreuve, sans pause. Matthew attaque la découpe du veau sous l'œil d'un jury impressionné. Et de son épouse Lorraine, venue de Californie pour l'occasion. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est vraiment très concentré. Pour être honnête, je commençais à en avoir assez d'en entendre parler. Mais quand on voit le résultat, c'est très impressionnant. Mathieu, lui, peut compter sur le soutien des collègues du restaurant, jusqu'au coup de sifflet final, juste dans les temps. Aux Américains de dévoiler le secret qu'ils avaient bien gardé. Une chartreuse en rosace avec pétales de légumes. Les délibérations des 26 jurés vont réserver des surprises. Sur la première marche du podium, le Danemark. Grâce à cette chartreuse pomme verte, choux romanesco et Saint-Jacques. Mathieu termine à la 6e place du classement. Ces bouveux Splatzeux ont été jugés trop simples. Mais il remporte tout de même le prix de la plus belle entrée. Beaucoup de belles choses qui nous sont arrivées et des superbes rencontres avec mes coachs, avec tout. Et voilà, c'était vraiment 2 jours exceptionnels. Et voilà, je peux que dire encore merci à M. Paul d'avoir créé ce concours parce que c'est que de belles émotions. Douche froide en revanche pour les Américains. Mimi et Matthew se classent 9e. Belle technique, mais manque de saveur. Ça va? Ça va. Ça peut aller.
J'ai fait de mon mieux, mais je n'étais pas content de moi de toute façon. Tu penses avoir fait des erreurs? Non, non. Alors c'est que tu as fait du bon boulot. Mathieu repart à San Francisco, où il va chercher une nouvelle place de chef dans un restaurant. Bonjour Alexis. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, voilà le panier surprise. Donc, la recette imposée, pavlova originale. D'accord. Et vous avez l'ensemble de ces ingrédients. Du Zalotti Blossom ou du chocolat de Jivara. Et pourquoi pas les deux en même temps. Tempête, sous le crâne d'Alexis, 19 ans. L'apprenti pâtissier doit choisir parmi une trentaine d'ingrédients pour revisiter à sa façon la pavlova, un classique de la pâtisserie à base de meringue. Ça t'inspire? Ouais, j'ai mes idées. T'as pas besoin de top, ouais. T'es rentré dans le... J'attaque. Ok. La finale de ce concours national de dessert est une revanche pour deux concurrents au parcours cabossé. Là, tu vois, dis-toi que dans 1 heure, faut qu'on ait fait le crémeux, la ganache, le sifflet. Alexis, qui a remporté la sélection régionale dans l'Ouest, et Colline, 23 ans, sélectionnée en Île-de-France. 30 minutes pour faire tout ça, on va faire une belle déco. Il y a juste ensuite le citron basilic à mettre et on est bien. Dans ce lycée hôtelier à Lille, 8 apprentis pâtissiers s'affrontent aujourd'hui pour le titre de champion de France. À la clé 2 000 € et un passeport pour les plus belles cuisines de l'Hexagone. Qu'est-ce que ça peut changer pour un jeune pâtissier? Sa carrière, tout simplement. Il y a toutes les maisons qui s'ouvrent à lui. Ouais, c'est prestigieux, c'est comment dire, c'est un peu le Saint Graal, quoi. Ils ont 5 heures pour réaliser 20 assiettes. Attention, attention. 10 pavlova, ouais. Le dessert surprise. Un point là. Tu me suis toujours un point là, ok? Ok. Et 10 créations qu'ils ont inventées spécialement pour le concours. Allez, 1 minute 30. Travailler vite et bien, sous le regard de grands noms du métier, des jurés qui traquent leurs moindres erreurs. Prenez la portion. Faut de la rigueur. Oh, j'ai oublié de la sucrer, la crème. Hein? J'ai oublié de la sucrer, la crème. Quelques jours plus tôt à Paris. Dernière ligne droite après 8 mois de préparation. Dans l'école hôtelière de Colline, les élèves sont en apprentissage. 1 semaine à l'école, 3 dans un restaurant. L'étudiante s'entraîne sous la houlette de Marine, sa professeure. Elle l'a sélectionnée pour son sang-froid et sa rigueur. Au programme de cette dernière répétition, le redoutable dessert surprise. Donc l'idée du championnat de France, c'est que le jour J, elle va trouver un panier surprise sur une table avec des ingrédients. Donc là, je suis en train de concocter un panier selon ce que je pense qui pourrait être susceptible de tomber ce jour-là. À Lille, les jurés pourraient bien privilégier des produits locaux. Donc ta recette imposée, c'est un biscuit spéculoos. Je t'ai mis de la vergeoise parce que c'est vraiment le sucre traditionnel des Hauts-de-France. Comme lors du concours, une commis aide Colline. Après là, c'est bon, tu l'as mixé en soi, c'est bon. Ça met bien le basilic dedans. Le jour J, les faits et gestes des candidats seront passés au crible. Ils vont être notés sur leur capacité à gérer le commis, donc sur leur management, sur la gestion du poste de travail, donc comment ils s'organisent, s'ils travaillent proprement. Fais gaffe au poste, hein, parce que c'est un peu bazar. Ouais. Le goût représente 75% de la note. L'argousier, l'équilibre, il est bon. Le caramel, il est bien. Bon, le pochage, il est pas très net. Ouais. Mais t'as hésité, en fait. Au début, t'as commencé à mettre à droite, après t'as mis à gauche. Les 10 desserts surprises terminés, Colline s'attaque maintenant à la 2e étape du concours, le calisson qu'elle a revisité pour participer au championnat. Ça va être la première partie, un peu plus compliquée.
le cœur de sa recette. Ça commence juste à être chaud pour les doigts. Moment crucial de la préparation. Cette pâte fine est très capricieuse. Donc là, si je tape dedans, c'est fini, j'ai plus de gavotte. Je peux plus rien faire avec. Pas de gavotte, pas de dessert. Même après 600 calissons pour s'entraîner, Colline va commettre une erreur de débutante. Là, c'est la dernière partie un peu chaude. Et du coup, voilà, la crêpière, elle est trop chaude. Ouais, non, elle se casse, du coup. Non, elles vont se casser, elles sont pas bonnes. Je vais essayer de la refroidir. Et du coup, elle est montée à 300 degrés et c'est pas ça qu'il faut. Lors du concours, un tel loupé anéantirait ses chances de podium. Tu vois, la celle qui casse, faut faire hyper attention avant de se coller. Genre, grâce à la génoise, hop. Le dernier? Le dernier avant le jour J. Ouais, oui, mais bon, voilà, le jour J, c'est le jour J. Pour Colline, cette place en finale a un goût de revanche. Celle d'une petite fille modèle qui a dû apprendre à affronter ses parents pour poursuivre son rêve. Au cours de son enfance en Nouvelle-Calédonie, Colline se découvre une passion pour la cuisine. À la fin du collège, elle veut intégrer un lycée professionnel pour en faire son métier. Coucou, comment tu vas? Ça va? Alors, ça a été la journée? Oui. Elle s'en ouvre alors à son père, professeur de physique-chimie, mais se heurte à un mur. On ne l'a pas entendu du tout. Ça a été, je pense que, comme dans beaucoup de familles, c'était passe ton bac d'abord. La voie professionnelle, c'était... alors, je vais faire cliché peut-être, mais c'est souvent la voie des élèves qui ont des difficultés à réussir ou qui veulent tester autre chose, quoi. Et je ne la voyais pas, je n'avais pas vu ce mal-être. Ça devenait difficile de faire semblant et de tous les jours voilà, mettre un masque alors que c'est pas ce que je voulais faire. Et surtout, j'étais pas heureuse. Ses parents finissent par accepter son choix. Colline abandonne le lycée général et s'inscrit en école hôtelière. C'était incroyable sur le moment, même juste d'enfiler une tenue pour la première fois, un tablier, une toque, de se retrouver dans une grande cuisine. En fait, même juste de découvrir ce qu'était la cuisine professionnelle, c'était fou et ça donne envie en fait, d'aller encore plus loin tout le temps, quoi. C'est une belle reconversion. Moi je suis, franchement, je suis aux anges. Voilà, quand on est parent, Si la pâtisserie est une vocation pour Colline, elle a été une bouée de sauvetage pour Alexis, son concurrent breton, longtemps en échec scolaire. Là, on fait un dessert autour du citron et de la Christ-Marine. Et la Christ-Marine, on l'utilise dans le dessert pour la crème glacée. Ça apporte vraiment ce goût iodé et ça rappelle la Bretagne et nos produits régionaux. Apprenti dans ce restaurant gastronomique du Finistère, il travaille déjà ses desserts avec l'exigence des grands chefs. Du coup, ça c'est les Christ-Marine qu'on a cuit tout à l'heure et qu'on a fait en crème glacée, pareil avec le dessert aussi. Son sorbet et ce citron trompe-l'œil sont servis dans des menus allant jusqu'à 120 €. On est parti sur 2 signatures, s'il vous plaît. Un tartare, une symphonie de poisson, un pigeon, un lieu, une asperge, un citron. Oui. Depuis 1 an et demi, sous les ordres de Jérôme Gourmelin, son chef de cuisine, le cadet de la brigade sort en moyenne une 60aine de desserts par jour. Parti devant 2 Saint-Jacques. 2 services quotidiens, en cuisine, de 10 h à minuit. Jérôme, tu le surveilles encore ou ça va? Non, ça va. Ça va. Il sait ce qu'il a à faire. Je fais pas trop de conneries pour l'instant. Hein? Je fais pas trop de bêtises pour l'instant. Il est passionné parce qu'il donne beaucoup, il aime bien apprendre, il écoute aussi ce qu'on lui dit, il met en œuvre toutes les remarques qu'on lui fait. Et il progresse vraiment de jour en jour, et ça se voit vraiment, c'est cool. Il a beaucoup mûri. Un petit miracle pour cet ancien élève au bord du décrochage scolaire. Au collège, Alexis sèche très souvent les cours, collectionne heures de colle et mauvaises notes. Il atterrit en bac pro cuisine, pas très motivé,
Il va pourtant y faire une rencontre décisive. Ça va? Salut mon poulain, comment c'est? Ok, ça va? Ouais. Nickel. Renan, je me disais, mais pourquoi pas faire un truc en chocolat? Jean-Yves, professeur de cuisine, devine le pâtissier derrière l'élève chahuteur. T'étais en mode branleur. Et moi, je sentais qu'il y avait un truc chez toi qui... Je sentais que tu pouvais y arriver en cuisine. Et combien de fois je t'ai rattrapé, hein, en te disant, Alexis, t'as des capacités, il faut que t'arrêtes. Mais non, des conneries, entre guillemets. Hein. Tout seul, Jean-Yves n'y arrive pas. Il place alors Alexis en apprentissage dans le restaurant de son ancien élève, Jérôme. Il me dit, voilà, c'est un gamin qui a du potentiel et il lui faut un cadre. Parfois, ouais. On a eu des longues discussions. Et moi, j'ai eu aussi des coups de fil avec Jérôme. Je disais, le gamin, alors il faut que tu le reprennes parce qu'il est en train de déraper. Ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'il y a un temps pour travailler, pour bien faire son boulot. Après, il y a un temps pour la déconne, tu te lâches, c'est normal. Ça. Hein? Et du coup, ouais, grâce à eux, je sais faire la part des choses maintenant. Parce qu'avant, je ne savais pas faire. Sans eux, bah, j'aurais peut-être arrêté la cuisine, j'aurais jamais touché à la pâtisserie et j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je leur serais reconnaissant à vie. Donc, ouais. Ça fait plaisir, Alexis. C'est bien. Au lycée hôtelier international de Lille, c'est le jour J pour les 8 finalistes du championnat de France des desserts. Il y a un petit mot aussi sur le thème, l'authenticité. De ce concours dépend la suite de leur carrière. Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Je pars directement avec les commis. Ok, c'est top. Vous vous sentez comment? Bien. Inspiré en tout cas. Les candidats ont 4h50 pour réaliser 20 assiettes. Leur création originale et le dessert surprise, la pavlova. On est obligé, là c'est imposé, de faire une forme de fleur. 2 consignes, faire une forme de fleur et utiliser une douille cannelée, comme celle-ci. Votre forme était trop grande, c'est ça? Ouais, c'est 10 à 12 cm, donc j'ai pas envie de dépasser, comme ça au moins on est bien. Et je vais aller refaire. Ouais, c'est moche là. Derrière elle, Alexis fonce. Meringue, tartare de fraises, sorbet fraise, ganache framboise. Peut-être un peu trop. Et cela n'échappe pas au jury. Il n'a pas pris la bonne douille, il a pris la douille unie alors qu'il fallait une douille cannelée. Ça, c'est pas bon. C'est dommage parce qu'il a l'air de bien travailler. Pour l'emporter, les candidats doivent respecter chacune des consignes. Soudain, une odeur inquiète Colline. C'est pas nous qui cramons là. On s'inquiète de ce qu'il y a dans le four qui brûle, mais en fin de compte, il n'y a pas lieu de s'y inquiéter. Le candidat veut que ce soit brûlé. C'est pas pour perturber les camarades, mais... Ça intrigue tout le monde, hein, ce que tu vas en faire. Oui. Attention, chaud. C'est quoi? Du coup, c'est une pâte à tarte flambée que j'étale fin du coup et que je fais brûler. Et ensuite, je vais saupoudrer mon dessert de ça et ça permet d'avoir les vrais marqueurs en fait, de goût de la tarte flambée dans le dessert. 3h50 d'épreuve. Allez, service dans 40 secondes, s'il vous plaît. Les candidats doivent rendre leur dit pavlova. Ah, il y a un petit siphon aussi, petit siphon vanille. Alexis explique son dessert au comique qui va le présenter au jury dans quelques minutes. Chocolat à base d'anglaise. Ok, bien. Ok. Je te laisse dresser, je vais regarder pour finaliser mon argumentation. Ok. Colline a finalement réussi à dessiner ses fleurs, mais... Je regarde pas bizarrement. J'ai oublié de la sucrer la crème. Hein? J'ai oublié de la sucrer la crème. J'ai oublié de sucrer la crème. Elle n'est pas sucrée. Oh merde. On peut peut-être faire croire que c'est sucré. Ouais, tu leur fais croire que c'est normal. Oh putain, non, c'est pas possible. Je vais leur dire que c'est un truc à base majoritairement de fruits, que tout le sucre est quasiment ajouté naturellement par le fruit.
Voilà. Et malgré en fait le fait que je suis pas une grande fan de meringue parce que c'est tellement sucré, du coup j'ai fait en sorte. Compenser en mettant pas. Voilà. Oui. Parfait. C'est bon. Donc tu prends la. Les pavlovas vont maintenant être notés sur leur présentation et leur goût par un jury composé de critiques gastronomiques, de chefs étoilés et de pâtissiers de renom, comme l'étoile montante Nina Métayer. Première dégustation, le dessert sans sucre de Colline. Ce dessert contient une crème vanille qui n'est pas sucrée pour garder justement ce naturel. Contre toute attente. C'est très sucré, on a passé le goût de fruits. Puis vient le tour d'Alexis, avec un autre problème, la forme de sa pavlova. J'ai pas retrouvé les fleurs, il y avait très peu de meringue, donc une approche un petit peu sceptique. Mais après on avait, comme la dégustation, il y avait du goût, il y avait du fruit, il y avait de l'assaisonnement, il y avait un sorbet, donc il y avait du glacé. Et j'ai trouvé la dégustation très intéressante. En cuisine, place à la deuxième partie de l'épreuve, le dessert création. Pour Colline, son calisson revisité et sa capricieuse gavotte. La crêpière n'est pas à 300 degrés, du coup ça crame pas. Non, là ça se passe très bien là. Je suis contente. Je finis juste les gavottes. Dès que j'ai fini ça, on pose, on décore, on met les sorbets et on est bien. Là, on est bien là-dessus, il y a des pétales partout. Colline et Alexis sont dans les temps. Un point là. Tu me suis toujours un point là, ok? Ok. 8 minutes, Alexis. Oui. Lui aussi est satisfait de sa pâtisserie à base de mousse et sorbet de fruits exotiques. C'est bon? Oui. Ok. Première, et tu pars avec Jonathan? Ouais. Ok. Présentation pour ce Son dessert et son destin ne sont plus entre ses mains. Prenez pas l'assiette avec le scotch, hein, c'est bon? Bon, maintenant, je m'en fous du résultat, franchement. Je suis grave content. J'ai juste pas les mots, c'est trop bien. Ouais, franchement, ouais. Je suis... Ouais. Oh, putain. Ouais, c'est un long chemin. Le lauréat a survolé l'épreuve, donc il n'y avait vraiment pas de doute quand on avait additionné tous les points. C'est une lauréate, Margot. À 18 ans, la cadette du concours, apprentie dans l'Oise, devient championne de France avec son dessert à base de fleurs d'oranger. Merci. Bravo, Margot. Je t'ai goûté. Malgré une belle deuxième place au dessert création, Alexis paye cher ses approximations sur la pavlova. Je suis vert. Il finit 6e. Moi, je m'en voudrais vivre. Non, de ne pas avoir suivi le thème. Mais non, tu te, enfin... mais non. T'as fait une erreur, c'est une erreur de jeunesse. Voilà. Bon, bravo. Merci. Bravo pour ton travail. Colline, elle, termine 5e. Je suis fière de toi. Et pendant le concours, ces desserts ont tapé dans l'œil d'un pâtissier professionnel. Surveille tes réseaux sociaux, ton téléphone. Oh, super, merci. merci. Peut-être encore mieux qu'une médaille. Parce que c'est vrai que c'est grâce à des concours comme ça. Allez, hop là. Ouf. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ça va bien rouler. Ça va. Frédéric Sagato et son fils Philippe viennent de parcourir plus de 900 km pour rallier Parme, en Italie. De toute façon, je l'avais appelé au téléphone. Ça se trouve, je lui ai dit qu'on arrivait. C'est le 28. Ah bah c'est bon. Ah bah il nous attend, il est réactif. Salut Christian. Et voilà. Enfin. Ça va les Parisiens? Ouais, ça va. Avec Christian, il s'apprête à participer à une compétition internationale de haute volée. Allez, nickel. Au moins comme ça, déjà,
J'ai ma ricotta pour faire... Le championnat du monde de pizza. Des petites pousses et puis ma pâte. Ça, c'est toute ma vie de compétition, c'est dans cette boîte. Des bonnets, des torchons. Bah, ça, j'en ai pas spécialement besoin, mais je peux en avoir besoin. Si des graines de sésame, je vais avoir besoin. Tac. Tout se monte, tout se démonte en kit. Après, bah, la louche pour la tomate, le triangle, le ciseau, la pelle pour enfourner. Tout est à mon nom. Ça, je l'avais fait faire en Italie avec le nom de mon resto. Voilà, matos prêt. Il est stressé, papa, en compétition? Stressé? Mais j'ai jamais stressé, je sais pas comment il fait. Moi, je serais à sa place, je serais déjà en train de trembler, mais je sais vraiment pas comment il fait pour tenir la pression comme ça. Parme, ça reste le plus grand quand même championnat du monde. Hein. Gagner un prix, c'est le... Jérémy Vial, 35 ans, fait figure de favori. Il est champion du monde en titre et rafle tous les prix des concours auxquels il se présente. Alors là, c'est le prix que nous avons gagné champion de France. Là, c'est champion d'Europe à Londres, champion du monde à Parme. Là, on est sur la pizza à plaque à Telia sur laquelle on va se représenter au champion du monde. Et là, c'est la qualification pour les finales de championnat de France. Jamais de ma vie, je me serais dit, je vais faire des pizzas 14 heures par jour. Et en fait, si, on y est arrivé. Casabel, bonsoir. En 2016, Jérémy était encore chauffeur routier. Pour consacrer plus de temps à sa famille, il décide de se reconvertir. C'est les 2 dernières qui sont sorties, je pense. Il achète un camion pizza et se découvre une passion. Mon délire, c'est l'étalage. J'adore l'étalage. Qu'est-ce que ça vous procure? Un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'étaler, de savoir, de faire une belle pizza qui soit bien ronde. Tout ça, un plaisir. Un plaisir qui rapporte. La pizza est ce qu'il y a de plus rentable en restauration. 80% de marge brute en moyenne. Jérémy dit gagner 4 000 € par mois. En 5 ans, il a ouvert 3 restaurants et il a embauché toute sa famille. Vous avez bien bossé à midi? En emporté, il y avait trop du monde sur place. On était presque complet. La sœur, la mère, le père, l'autre sœur, le beau-frère. Vanessa qui nous aide des fois. Et ma femme. C'est vraiment famille, famille, famille. Alors, vous allez manger ce soir? Ouais. Vous êtes venu avec qui? J'attends mes amis. Maria, avec Maria et Dominique. La plus fière de toutes, c'est Nathalie, la maman de Jérémy. Quel regard vous portez sur votre fils et sa réussite? C'est... Ça vous émeut. Pense à ton chien. Non, c'est super parce que à l'école, il n'était pas trop écolier quand même. Bon, après, il a réussi à avoir quand même ses diplômes quand il a été en apprentissage. Et puis quand on voit en si peu de temps, comme il a évolué,
Surtout qu'il n'y a aucune personne qui est dans la cuisine, enfin dans ce milieu-là, quoi. C'est lui qui a évolué comme ça. Et puis il continue encore. Voilà, il aime bien avoir de la pression, Jérémy. Jérémy a conservé le camion de ses débuts. Il y a installé son père. Ouais, Maurice, ça va ou quoi? On va tout casser ce soir. Là, c'est le camion où tout a commencé. En fait, j'ai fait l'ouverture avec mon père et 2 collègues. On a fait refaire la peinture, on a fait tout l'aménagement intérieur, le four. En fait, c'est tout nous qu'on a posé. C'est vraiment une création 100%. C'est notre bébé. C'est de là d'où tout est parti, en fait. Et maintenant, où on en est, on le garde parce qu'on est tellement contents. Je crois qu'il restera tout le temps avec nous, celui-là. Au pire, mets pas de carte et tu fais plein de pizza. Son père, lui aussi chauffeur routier, double son salaire en travaillant ici le soir avec sa fille. On a des neveux dans le Midi qui font de la pizza. On a un neveu dans l'Isère qui fait de la pizza. Beaucoup de monde dans la famille qui fait de la pizza. On est famille, depuis qu'il a fait de la pizza, on est devenu famille de pizzaiolo. Merci. De rien, gentil. C'est 4 fromages et Rennes. Regina et 4 fromages. Jérémy s'entraîne pour le championnat du monde dans ce restaurant lyonnais où il est associé. L'huile d'olive. Son coach, Frédéric Desmurs. Tiens, Jérémy, j'ai passé mon couteau. Sois content. À vie, hein, celui-là. Ancien bras droit d'un chef 3 étoiles. Cette année, à Parme, Jérémy s'est inscrit dans la catégorie sans gluten. Donc on est parti sur une crème végane à place de plantes. Et en fait, on a fait petits pois, menthe et crème. Alors que la plupart des pizzas ne comportent que 3 ou 4 ingrédients, la sienne en compte une quinzaine. Ah top ça. On met les noix de cajou en premier. Une noix de cajou en dernier, non? Moi j'aurais mis la chantilly vers la fin. Parce que sinon avec le... ça reste belle, ouais. Parce que si on la met tout de suite, elle va fondre. Jérémy, là vous êtes très aidé. À Parme, vous serez tout seul. Ah ouais. Là je vais la refaire au moins, je pense bien 10-15 fois avant. Et je saurai exactement à quel endroit va aller. C'est comme un match. On se met dans notre match, dans notre bulle. On sait qu'on a la pizza, on sait que là, on va poser. Là, on est encore dans les réglages. Mais on sait qu'après, c'est là, on pose. On déguste comme ça? Ouais. Alors, tu vois, là, on voit qu'elle est bien étalée. On a de l'alvéole. Et on a de partout, en fait. On a de la mie de partout, on n'est pas fin. C'est doux. Pectine, citron. Et on va rajouter un peu d'acidité. C'est une pectine de citron, c'est comme une confiture de citron, mais qui va apporter acidité. Quand on va manger, ça va donner le peps. Dans une semaine, Jérémy devra refaire à l'identique, et cette fois tout seul, sa pizza en 12 minutes chrono. Pour taper dans l'œil du jury, chacun cultive son secret. À Brive-la-Gaillarde, un frère et une sœur élaborent depuis 8 ans une pâte maison. T'es prête? Censée faire toute la différence. L'obsession de Fabrice et Virginie Lonzi, retrouver la saveur des pizzas de leur enfance. Faut que l'élève batte le maître. C'est votre élève? C'est mon élève, au quotidien. C'est Fabrice qui m'a formé. Élevés par un père italien et une mère française, Virginie et Fabrice grandissent en banlieue parisienne et passent tous leurs étés à Parme. Fabrice devient décorateur chez Chanel. Virginie, hôtesse de l'air. Passé la quarantaine, pour se rapprocher de leurs parents, ces 2 célibataires sans enfants s'installent en Corrèze et décident de changer de vie. Après avoir goûté ce qui s'appelait pizza, on s'est dit, mais ils connaissent pas la pizza ici. Mais il y a une niche, il y a un créneau. Il y a un créneau. Et là, on s'est dit, en fin de compte, il faut se former, il faut apprendre le métier, parce que comme tout métier, ça s'apprend. Virginie et Fabrice partent se former chez un maître pizzaiolo pendant une semaine. Pour 2 500 € chacun, ils leur révèlent les secrets de la pâte et l'utilisation de cette farine italienne. Vous voyez, c'est vraiment une farine très très fine. On dirait presque du talc. Hein. Fabrice laisse mûrir ses pâtons une semaine dans sa chambre froide, contre 24 heures en général. Seuls 5% des pizzaiolos en France utilisent cette méthode.
C'est une matière complètement vivante. On met au monde des petits pâtons comme des petits bébés. Et quand ils ont pris un certain temps de maturation, on les apporte en cuisson. Ça n'était pas dans le bon sens. En 2017, ils ont fini 7e et 10e à Parme. C'est un bon parfum, hein, c'est dommage. De quoi nourrir leurs espoirs pour cette année. Voilà, ce sera peut-être la pizza championne du monde cette année. Et en italien, ça sera donc la perla del sottobosco. La perle du sous-bois. Une pizza garnie d'asperges et de champignons rares. Je pense que ça sera Peut-être la couper au couteau après. On est au top, hein. Champion du monde, Virginie, avec une pizza pareille. Ou deuxième. Faudra goûter la mienne aussi. L'inscription au concours coûte 200 €. Il n'y a aucune sélection et nul besoin d'être restaurateur. Je pèse même pas mes pâtons, je le sais dans la main que si le poids il va être bon, je le sens, là je sais qu'il y en a un peu de trop. Et en général, elles font à peu près dans les 300 grammes, quoi. Frédéric Sagato, pizzaiolo en Seine-et-Marne, boule la pâte depuis plus de 30 ans. Son CAP pâtisserie en poche, il se forme dès l'âge de 14 ans dans la pizzeria de ses parents. Mais il décide de ne pas reprendre l'affaire pour devenir vendeur ambulant. Ferme ça. Depuis 2001, il sillonne les routes de Seine-et-Marne avec son fils Philippe. Il travaille 6 jours sur 7. Baya, sa femme, a dû s'y faire. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Salut, chien. Au moins, il pleut pas, c'est déjà une bonne chose. Frédéric vend ses pizzas dans 2 villages près de Fontainebleau et s'installe toujours aux mêmes emplacements. Pizza Jojo, bonjour. Je vais te prendre une savoyarde, si tu as. Une savoyarde? Frédéric a été sacré champion du monde à un autre concours, celui de Rome. Tous ces trophées sont sa meilleure pub. La statue, je l'ai fait à Naples. Ouais, c'est moi. C'est lourd, hein. Alors, où c'est que je vais la mettre? Bah, sinon, je le mets là, non? Petite casquette à l'envers. Ça, tout le monde, à chaque fois, me reconnaît. Ça... J'ai toujours ma casquette à l'envers. Dans les concours, partout, c'est important. Puis dans ma ville aussi, ça fait plaisir. Les gens, ils vous suivent, ils sont sur Internet. Là, quand je vais être à Parme, ils vont tous être dessus en train de regarder. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas évident, mais bon, c'est sympa, quoi. C'est le côté sympa, moi, que j'aime bien. Bonjour, ça va? Vous saviez que c'était un champion ici? Ah bah oui, vous connaissez tous. C'est pour ça qu'on vient le voir. Hop là. Eh ben écoute, voilà. Tu veux de la sauce piquante? Non, c'est vrai, c'est vrai. Frédéric écoule plus de 300 pizzas par semaine. Prix entre 8 et 13 €. Grâce à ces trophées, selon lui, ses ventes ont augmenté de 20%. Pour faire face à la demande, il a embauché son fils Philippe, 19 ans. Là, tu fais quoi? C'est la chèvre miel la spéciale? Père-fils, chacun a sa méthode. Et ça, c'est beaucoup en école française. Ils étalent, beaucoup les Français, ils étalent comme ça. Moi, je gifle la pâte, en fait. C'est l'ashkiaf, ça s'appelle. Et moi, j'étale l'ancienne, on va dire, génération. C'est différent. Mais j'ai jamais imaginé faire un autre métier que pizzaiolo. Pourquoi? Bah, je suis dedans depuis que je suis tout petit. Déjà, quand j'étais tout bébé, j'étais à l'avant du camion avec lui, j'étais derrière, je regardais ce qu'il faisait. Donc, je me suis vraiment jamais vu imaginer faire autre chose. Jamais. Parme, quelques jours plus tard. Frédéric s'est lancé dans les concours il y a 5 ans seulement. C'est sa 2e participation à ce championnat du monde. Et après, là, ici, tu vois, tu as la salle de préparation. Où c'est que tu te prépares avant d'aller sur les concours. Tu viens ici, tu te prépares avant et après, tu repars. Il vient dans l'espoir d'un petit plus à son chiffre d'affaires, mais surtout pour le côté convivial. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça va? Oh Hugues, si, lo conosco. Oh. Comment ça va? Comment vas-tu, mon ami? Je suis content de te voir. Ça, c'est les États-Unis.
États-Unis d'Amérique. Una famille, si? Uno, dos, tres. C'est un maître. Ce qu'il fait est incroyable. Le respect, la passion qu'il met dans son travail. Nous, on le suit même sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Il est extraordinaire. Cette année, Frédéric a choisi la catégorie pizza à deux. Il faut que je mette sur le chariot, on va mettre ça, et ça, on la mettra après, du coup. Une pizza gastronomique qu'il va réaliser avec Christian, Allez, merci, hein. un grand chef retraité des fourneaux, qui lui aussi écume les concours. L'épreuve est une course contre la montre. Tu as 20 minutes dès que je lance le chrono. Ok, 28 minutes. Si tu dépasses, tu seras pénalisé. Ok. Tu l'avais en quoi? En taille 33 hein? Frédéric étale la pâte. Je t'enlève la farine. Ouais. Christian, le chef, prépare lui la garniture. De petites Saint-Jacques déglacées. Déjà 10 minutes. Il vous en reste 10. Qui seront déposées sur cette crème d'artichaut à la truffe. Si, 310. Frédéric doit maintenant gérer la cuisson au four électrique. Ça change de la cuisson au feu de bois. Ah ouais, c'est complètement différent. Et je suis pas un spécialiste de ça, par contre. C'est angoissant pour vous? Un peu. C'est ça le plus dur. Jérémy, l'ancien chauffeur routier, ne passe que dans 5 heures. Mais il vient repérer le stand sans gluten. C'est là où tout va se décider. Là c'est parti. En espérant passer sur cette table-là qui est vraiment féminine. Pourquoi? Parce que ma pizza, on est vraiment parti sur du végétal. Et c'est une pizza qui plaira énormément aux femmes. Il y a 60 juges, restaurateurs ou experts de la pizza, pour la plupart italiens. Certains assurent la dégustation, d'autres surveillent le chrono en cuisine. En piste. Virginie et son frère Fabrice pensent avoir de la chance. Ah, je fais les deux. Oh, génial. Ok, merci. T'as de la chance, hein. Ils sont tombés sur Pascal, un juge français, qui les a classés 7e et 10e lors des derniers championnats. 12 minutes. Ok. Pascal juge chaque pizzaiolo sur son aisance, sa rapidité et la propreté de son plan de travail. Je lance le chrono dès que tu touches la pâte. Dès que je touche la pâte. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Fabrice concourt dans la catégorie pizza classique. Il a choisi une base de blettes, spécialité de Parme. Ça va commencer à cloquer là d'ici peu de temps. Le chrono est respecté. Fabrice pense s'être mis le juge dans la poche. Bien. T'es content de toi? Super content. Ah, t'es con. De son côté, Jérémy accumule les déconvenus. Encore. C'est la cartouche? Non, c'est le siphon. Qui c'est qui peut avoir un siphon sur le stand? Je sais pas. Tout part en couille, mais ça va, on est là. C'était pour faire quoi le siphon? C'était pour la crème végane qu'on a montée en chantilly. Numéro 58. Faute de siphon, Jérémy doit faire une croix sur la chantilly. Et il n'est pas tombé sur la table des juges 100% féminine qu'il souhaitait. Pas trop déçu, Jérémy, pour la table? Ah non. Si on doit gagner, on gagnera avec n'importe quelle table. Ouais, mais on a pris un peu de retard là. Ouais, parce qu'il m'a fait démarrer avant que j'ai étalé le pâton. 12 minutes is very short for étaler. Very. Surtout quand il reste encore 15 ingrédients à déposer sur la pizza. Putain, sa mère, l'hypopète. Mais son entraînement intensif finit par payer. C'est bon? Finito. It's very short. Voilà. Nous sommes sur des pickles de patates douces. C'est petits pois à la menthe, ça. Chaque juge déguste plus de 150 pizzas sur les 3 jours du championnat. Il note le goût, la cuisson et la présentation,
dans le plus grand secret. Je ne peux rien vous dire. Mon commentaire invaliderait immédiatement la compétition. Je ne peux pas parler. J'avais pas le temps, il a fait démarrer et j'avais encore la patte dans la main. Il y avait le film dedans. Ah, j'ai mis au moins 1 minute à l'enlever du film. Si j'allais trop vite, j'allais déchirer. C'est pas possible. En tous les cas, la pâte, moi j'ai goûté, elle est superbe. La garniture, pareil. On verra demain, mais nickel. C'est parti, les amis. C'est bon. Jérémy doit attendre 24 heures pour connaître son classement. Molto fortuna per voi di assaggiare ma pizza. Fabrice semble bien sûr de lui devant les 4 membres du jury. Mais en cuisine, il a commis une grosse erreur qui n'a pas échappé au juge français. Il joue aux patates, là. Sur sa préparation, il y a des défauts. Quand il a mis sa base sur la pizza, il aurait dû travailler avec des gants. Il a travaillé à main nue. Ça, c'est rédhibitoire. Rédhibitoire. On est sous l'hygiène quand même. Moi, j'ai présenté ça un peu à l'arrache, mais ouais, je pensais pas que ça a influencé sur les notes. Ok. Il faut la sortir, Fabrice. Pas sûr que Virginie réussisse à relever l'honneur de la famille. Sa pizza a pris un coup de chaud. Oh, elle est déjà trop cuite, je suis verte. T'inquiète, non, c'est bon. Oh là 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 là. Vas-y, perds pas 3 minutes. Oh là là. Ben cotta. Bien cuite. Non, c'est bien, c'est bien. Oh, elle est trop cuite, elle est trop cuite. Vas-y, la grosse morille, donne-moi la grosse morille, vite. Et tu l'as mis du chat dessus. Non, l'autre. 30 secondes. Après, on passe à la pénalité. Vas-y, Fabrice. Pascal, tu crois que je vais être pénalisée? Elle paraît trop cuite ou quoi? Ah ben après, c'est le goût. Hein. Moi, Ouais. je juge pas la Le cuisson. goût, par contre, il est parfait. Non, mais... Prudent, Frédéric, lui, n'a pas quitté des yeux sa pizza. Regarde. Ouais, c'est bon. Ouais, plus de l'autre côté. Ça va, elle a l'air croustillante, hein? Il est dans les temps et soigne sa présentation. Les pignons, c'est bon, c'est mis? Chiffre en tête. Allez, yalla. Avec son ami le chef Christian, il présente avec fierté sa pizza, hommage culinaire à la France et à l'Italie. Buongiorno. C'est un flambage en fait naturel à l'huile de betterave et qui laisse après le goût du fumé en fait. Pour amadouer le jury, le Français offre un petit verre de blanc d'Alsace. Une pizza haut de gamme que Frédéric n'a pas l'occasion de préparer dans son camion de Seine-et-Marne. Content? Ouais, hein? Bien. Ça s'est bien passé. Tu sais, ils ont dit qu'elle était belle déjà, en aspect. Ouais, bien travaillé. Fais voir, je voulais goûter juste le truc. Mais... t'es vraiment craquant. Une performance pour Frédéric, habitué aux pizzas plus basiques. C'est l'heure du verdict. Les Italiens raflent tout. Et les Français font grise mine. Surtout Jérémy, le tenant du titre, venu en famille. Il termine 8e de sa catégorie. On n'était pas venu là pour rigoler, mais bon, l'essentiel, c'est on a fait le travail, on est content de ce qu'on a donné. Fabrice se classe 17e. Virginie et sa pizza trop cuite, 126e. Pas de quoi perdre le sourire. Viva Parma! Et vive le championnat! On reviendra l'année prochaine, sans problème. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont Frédéric et Christian. Ils décrochent une honorable 5e place. Faut y aller, on fera mieux l'année prochaine. Voilà, on va revenir, ouais. On la refait, ouais. On refait. On apprend, on y va. Mais c'était bien quand même. Et bravo aux gagnants. Ce n'est pas cette année que Frédéric affichera un nouveau trophée sur son camion. Ça c'est bon.
Ok, je commence par les lourds là. Attention, chaud devant. Quand Guillaume et sa garde rapprochée arrivent en cuisine, c'est un peu le débarquement. Pour l'instant, on va tout mettre au bout. Des robots ménagers, Et après, on étale. 3 caisses contenant un arsenal d'ustensiles Poule, bol à chocolat. et une précieuse glacière avec des ingrédients pesés au gramme près. Pulpe de mangue et de passion, sucre, cacahuètes et fèves de cacao. Ce jeune prodige de la pâtisserie s'apprête à concourir pour la finale du championnat de France du dessert. Donc, je commence. Avant la bataille, dernières instructions à la jeune commise tirée au sort pour l'assister. Et toi, tu viens, tu poses des autres cercles, de la même façon que je te demande. On va à la guerre. C'est 5 heures de guerre. On n'est pas ici pour en faire des perles, quoi. Mais ça va être la pression. Cela fait 8 mois que Guillaume prépare ce concours. Okay. C'est le jour qui va définir à peu près les 5-10 prochaines années. Je pense un peu pour tout le monde ici. Le championnat, c'est comme un formidable tremplin. Face à Guillaume, 7 autres candidats, les espoirs de la pâtisserie française. Ils sont étudiants en lycée hôtelier ou apprentis dans des restaurants. Ils espèrent remporter un titre qui leur ouvrira les portes des plus grands établissements. Pendant 5 heures d'épreuve, ils devront concocter 2 desserts. Une création improvisée à partir d'ingrédients surprises et une œuvre personnelle, fruit de mois de travail. Parmi les candidats, c'est chaud, putain. Colline, 19 ans. Attention, fais gaffe avec quand tu penches au Elle ne s'attendait pas à être retenue pour cette grande finale et va devoir combattre son pire ennemi, le stress. Putain de merde. Chier. Allez, là, faut qu'on y aille, il nous reste 15 minutes. Tu peux Pour départager les candidats, 20 professionnels de la gastronomie. À leur tête, Emmanuel Renaud, un chef 3 étoiles. Non, ça y est, on est dans une demi-minute. Ils éliront dans quelques heures le prochain champion de France junior du dessert. La préparation de ce concours a bouleversé la vie de Guillaume. Quelques jours avant l'épreuve, petit déjeuner avec Emeline, qui partage sa vie. La dernière fois, je fais une confiture, je fais un caramel à l'abricot. Fils d'une prof et d'un ingénieur informatique, Guillaume est tombé dans la pâtisserie un peu par hasard. Mais ces derniers mois, sa petite amie l'a vu se transformer. Il a complètement changé, il est beaucoup plus passionné maintenant par la pâtisserie. Je trouve que au tout début, même si tu étais déjà passionné, mais je te trouve plus motivé qu'avant. Tous deux ont décroché leur BTS génie culinaire dans le même lycée hôtelier en Alsace. Le couple rêve désormais de travailler dans un palace sur la Côte d'Azur. Madame aime beaucoup le sud et le soleil. Le soleil. Si j'envoie un CV avec Guillaume Dufresne, BTS plus mention, c'est bien. Mais Guillaume Dufresne, BTS plus mention, plus bon résultat au concours championnat de France des desserts, c'est beaucoup mieux. Peut-être que j'aurais même pas besoin d'envoyer de CV, peut-être que les gens viendront vers moi directement, je sais pas. Emeline n'est pas la seule à soutenir Guillaume pour le concours. Derrière lui, tout un restaurant s'est mobilisé. Le 1741, dans le centre historique de Strasbourg. Un établissement gastronomique une étoile, réputé pour son homard au crément d'Alsace, ou son humble chevalier aux escargots, sauce écrevisse. Emeline a été embauchée comme commis de cuisine. Bonjour chef. Bonjour chef, bonjour toi. Guillaume, lui, travaille en alternance. 3 semaines ici et 1 semaine à l'école, où il suit une année de spécialisation en dessert de restaurant. C'est bon, on est en place pour ce midi? Fabien Rowe, le chef du restaurant, a décidé de le coacher pour en faire un champion. Il entraîne son poulain pour l'épreuve tant redoutée du panier mystère. Donc voilà ton panier pour aujourd'hui. Il a rassemblé une dizaine d'ingrédients avec lesquels Guillaume a 3 heures pour inventer un dessert. Je pense que tu vas pouvoir faire pour amener des textures différentes, des températures différentes. Et certains sont déroutants. Des cèpes déshydratés et du foin.
Un choix qui ne doit rien au hasard. Le chef a fait son enquête. Allez, 13 2 minutes. Ce sont les ingrédients fétiches d'Emmanuel Renaud, le président du jury. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup les produits de cueillette. Donc là, les champignons, le foin, c'est vraiment des produits qu'il utilise dans sa cuisine au quotidien. Donc peut-être que pour déstabiliser un peu les candidats, il fera appel à ce qu'il aime travailler. Donc ça peut peut-être tomber, oui. 14h05, tu commences. Après les 15 minutes de réflexion réglementaire, Guillaume se lance. Il laisse infuser le foin pour en faire une crème glacée. Puis il invente une ganache de chocolat au cèpe. On le sent dedans. C'est très bon. Les gestes sont précis. C'est la 7e fois que Guillaume s'entraîne ici en conditions réelles. Il va vite. Dans cette petite pièce, il a tout à portée de main. Mais le jour du concours, il devra courir entre les fours et les frigos d'une cuisine gigantesque. Alors le chef lui ajoute un handicap. Tu connais la règle, là? Non, la règle ici, tu connais. Hein. À intervalles réguliers pour lui faire perdre du temps, il oblige Guillaume à descendre et à remonter les escaliers. Ah, le chef et ses pièges, je crois que ça va durer du premier entraînement jusqu'au dernier. La dernière fois, il avait demandé à ce qu'on m'éteigne mon congélateur, dont j'ai absolument besoin pour que tout prenne en temps et en heure. Guillaume attaque la partie la plus délicate de sa recette. Réaliser des cercles en chocolat ultra fin. Attention au tube de chocolat qui est dans le frigo, Hugo, c'est fragile. Une opération qu'il compte bien reproduire le jour J. Faut vraiment que je travaille sur mes techniques, histoire de bluffer un petit peu, se dire tiens, lui il a fait ça en si peu de temps, etc. Enfin, j'espère qu'ils vont se rendre compte un peu du travail. 3 heures plus tard, c'est l'heure du dressage. Dans l'armature en chocolat, une petite couche de crumble, la ganache au cèpe, un cercle de crème glacée au foin et une brunoise de poire au citron vert. C'est bon, on envoie? On envoie, chef. C'est bon? Allez, on y va. Le tout recouvert d'un disque de sucre. Donc là, ça veut dire que t'envoies avec 1 minute d'avance. Ouais. Pour évaluer le travail de son apprenti, l'établissement a fait venir des professionnels de la gastronomie strasbourgeoise qui vont jouer le rôle du jury. Une idée de Cédric Moulot, le propriétaire du restaurant. Tu sens pas trop la sel, hein, tu le sens pas assez. Hein. On devine. Tu le devines, c'est très subtil en fait. Hein. À mon avis. Un investissement qui n'est pas complètement désintéressé. C'est un vrai dessert de cuisinier. Il va représenter la maison. On va pouvoir peut-être mettre certainement ses desserts à la carte, faire profiter les clients, raconter une histoire en se disant voilà, on a un jeune chez nous qui a gagné un concours et voilà le résultat. Et je me répète, le niveau c'est du grand niveau. Surentraîné, félicité, Guillaume espère ne faire qu'une bouchée des autres candidats. À 1000 km de là, un autre établissement prépare lui aussi son petit protégé pour le concours. Le restaurant Anne de Bretagne, l'une des rares tables 2 étoiles de Loire-Atlantique. Chef, les tuiles, si je les repasse 30 secondes au four, elles vont ramollir un peu. Les tuiles, si tu les passes au four 30 secondes. Colline affiche moins d'assurance que Guillaume. Là, elles sont toutes cassées. Elles sont toutes dures, là, du coup, elles cassent toutes. Ouais, tu les remets 2 minutes. Après son bac pro, cette passionnée de pâtisserie a décroché il y a 1 an un contrat d'apprentissage dans cet établissement prestigieux. J'ai beaucoup appelé. J'ai envoyé beaucoup de mails. J'ai tout fait pour montrer que j'étais motivée et que je voulais venir. Et au final, ça a payé. Elle s'exerce à l'autre épreuve du concours, le dessert personnel. Elle a choisi de travailler un ingrédient surprenant, le butternut. Une courge, souvent reléguée à la fabrication de potages et de purées. C'est un peu le légume de mon enfance. Voilà, on allait chez mamie le dimanche, on faisait de la soupe au butternut. Elle a un grand jardin, donc en plus c'était le butternut du jardin, donc c'était un peu... ouais, c'est mes souvenirs. Mais c'est vrai que c'est un risque, hein. Il y a des gens qui vont buter, il y a des gens qui vont se dire non, n'importe quoi, on met pas un légume dans un dessert. Mais d'un côté, ça peut être le petit truc qui fasse que les gens se disent « Ah tiens, elle a osé mettre un légume,
J'espère, elle l'a bien fait. Colline veut présenter au jury une mousse au butternut, un coulis de fruits exotiques, des noix de pécan caramélisées et des tuiles aux couleurs de son légume fétiche. Ça, avec tes manches, tu vas faire tomber une tuile, ça c'est sûr. Tu passes à 1 cm à chaque fois. Oui. Retrouve tes manches. Jérémy Boussier, le pâtissier du restaurant, ne la lâche pas d'une semelle. Le coulis est super liquide. Hein. Oui. Moi, c'est plus des points. Hein. À quelques jours du concours, il reste encore un peu de travail. La veille de l'épreuve, Colline a un rendez-vous important. Attention, j'amène le gigot. Un déjeuner familial où elle retrouve ses grands-parents. Oui, bisous mamie. Bonjour Colline. Ça va? Ses fournisseurs de courges butternut. C'est le butternut que vous avez ramené du jardin? Ouais. Il est énorme. Si je gagne pas avec ça... C'est signe qu'on travaille bien dans le jardin. Hein. On fait du potage, on fait de la purée, on fait de tout avec le butternut. Ouais. On n'a pas encore fait de gâteau, mais on pense que Colline va nous apprendre. Hein. Chez Colline, la cuisine est une passion de famille. Mais je trouvais pas. Sa mère a longtemps tenu un restaurant et son beau-père est traiteur. Toute petite, Colline s'épanouit derrière les fourneaux. Et à l'adolescence, elle se lance dans l'organisation de dîners presque parfaits. Nous, on partait, on lui laissait la maison et on revenait. On avait une table décorée et un dîner de préparé. Et on donnait des notes, on donnait notre avis. Bon, ben ma bichette, hein. À toi. Voilà. Advienne que pourra. Voilà, bon, de toute façon, c'est une belle expérience. On croise les doigts. Voilà, voilà, Hein? voilà. Le lendemain matin, Elles sont toutes enneigées là-bas. Colline arrive à Grenoble, où se déroule la finale du championnat du dessert. Elle est accompagnée par l'une de ses professeurs. La jeune apprentie est angoissée. Tu manges un peu le matin d'habitude? Bah un peu, mais là j'avoue que j'ai un peu l'estomac noué. Mais bon, je vais essayer de manger un peu. À quelques mètres, Guillaume, le Strasbourgeois, lui aussi sous bonne escorte, avec sa professeure et son chef étoilé. Fabien le coach jusqu'à la dernière minute. Vous pouvez inverser les desserts, s'il vous plaît. Mais je réfléchis à ça cette nuit. Je pense que si tu mets ta plaque à induction dans le fond, c'est peut-être dangereux, je te dis, avec ton échelle, si tu sors une plaque ou quoi, qu'à un moment tu tapes dans une de tes casseroles. Mon chef il aime bien réfléchir pendant la nuit. Donc le matin, il arrive, il fait non, mais ça, je viens d'y penser pendant cette nuit. Bah, tant mieux, parce que moi, pendant la nuit, je dors, je bouge pas. Guillaume et Colline retrouvent les 6 autres candidats. Première épreuve, le panier mystère. D'abord, de toute façon, vous allez être avec Emmanuel Renaud. À tour de rôle, ils vont découvrir les ingrédients qu'ils vont devoir cuisiner, les mêmes pour tous. C'est parti. Je vais vouloir que vous me fassiez un dessert gourmand, avec une meringue, avec la crème, avec les fruits. Et puis les pralines de Saint-Gilles, qui sont aussi une praline locale. Pas de cèpe, ni de foin. Au contraire, un thème déconcertant de simplicité. La meringue et les fruits rouges. Guillaume est décontenancé. Aucune trace de son ingrédient fétiche. Ça a été ? Bof. Le chocolat. Ça doit le faire, ça doit le faire. C'est parti pour un marathon de 5 heures. Guillaume a choisi un crumble, sorbet fraise et chartreuse. Je te laisse faire ton dessin ? Et une meringue italienne. Tac, 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 tac. Lève. Après, tu me fais un coup de propre sur le plan de travail, s'il te plaît ? Oui. Allez, vas-y, lâche rien. Derrière lui, Colline s'attaque à son tour à sa préparation surprise. Elle réalise de fins bâtonnets de meringue, des pilotis qui supporteront un sablé et une mousse de cassis. Mais à la sortie du four, c'est la catastrophe. La cuisson est ratée. Colline jette tout à la poubelle. Elle doit tout recommencer. Ouais, il t'en reste des œufs. Putain, mais j'aurais pas assez de sucre. Respire, Ça, tu mets au chaud. 30 grammes de blanc. 35 grammes de blanc. Ok, c'est pas grave.
grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Colline utilise tout le sucre restant pour refaire la meringue. Elle n'en aura plus pour la suite de sa recette. Alors pour l'étape suivante, le sablé, elle se sert des pralines roses à la place. C'est bon ou pas? Non, c'est dégueu. Plus le temps de modifier quoi que ce soit. Il nous reste 8 minutes. C'est l'heure de dresser les assiettes. Sur les pilotis de meringue, le biscuit cassis est en équilibre périlleux. Voilà, c'est bon. Allez-y délicatement, s'il vous plaît, messieurs, mesdemoiselles. Le dessert part en salle de dégustation. Dans le jury, Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie. On va goûter. Finalement, le manque de sucre va jouer en faveur de Colline. Ce qui est génial, c'est que c'est très peu sucré, donc pas écœurant. Par contre, est-ce qu'on est dans la thématique? Non. Il y a 4 petits bouts de meringue, alors que le sujet principal, c'était la meringue. Colline joue son va-tout sur la deuxième épreuve, son dessert personnel à la courge butternut. Après, je le connais, quoi, donc... Normalement, il y aura moins d'accros. Bon, Laura, tout est rangé? Pour Guillaume aussi, c'est la dernière ligne droite. Alors, on peut commencer à étaler les assiettes. Il assemble les 6 couches de la création qu'il a répétée 100 fois. Attention, à partir du moment où je mets le cercle, faut que tu fasses gaffe. Il l'a baptisé Alchimie Chocolat Cacahuète et Éclosion Exotique. On y va, le service. Alors, on arrête, c'est bon, ça part. Allez, on y va. La préparation de Guillaume va porter ses fruits. C'est un boulot de fou. Il y a des restaurants qui vous servent pas ça. Et je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous, je suis même pas sûr qu'à son âge, j'aurais réussi à faire ça. Donc... Quant à la courge butternut de Colline, va-t-elle plaire au jury? Ouais, pas mal. Ouais, il y a une jolie audace. Il y a une jolie balade et quand on lit le dessert, on a envie qu'elle continue à nous raconter son histoire. C'est ça que je dirais. Le lendemain... Alors pour le dessert de bronze... Proclamation des résultats. Thomas Paul. Le bronze pour le candidat niçois. Bravo. L'argent pour la Lozère. Reste la première place. Je ne les fais pas attendre. Gaël Régnier. Le candidat parisien l'emporte avec son dessert ananas et sa tuile aux graines de chia et de lin. C'est bien. Guillaume finit 5e. On savait. Sa meringue italienne n'a pas tenu ses promesses. Un peu déçu, forcément. J'avais beaucoup d'attentes par rapport aux résultats. Il y a beaucoup de gens qui comptaient sur moi, qui avaient investi en moi. Et j'aurais préféré faire une plus belle prestation, mais... Colline termine avant-dernière. Elle a été sanctionnée par le jury parce qu'elle a rendu l'un de ses desserts en retard. En fait, c'est juste que je repense à tout l'investissement qu'il y a eu derrière. Toutes les heures et les heures et les heures que j'ai passées. Là, c'est les premières minutes. Hein. Maintenant, je suis comme ça, mais je serais bien que dans 2 heures, je serais contente d'être arrivée là. Voilà. Colline ne pourra pas se représenter l'année prochaine. Les candidats ne peuvent participer qu'une seule fois au championnat de France du dessert. On y est, hein? Ok? On donne tout, hein? On s'éclate, on se fait plaisir et on ramène tout ça. Ils sont l'élite des fournils et des pétrins. Ça fait du boulot, hein? C'est le grand jour de leur vie. La Coupe du Monde de la boulangerie.
120 équipes au départ, pour un Graal détenu pour l'instant par les Japonais. Pour la première fois, une femme concourt parmi les Bleus. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors vas-y, vas-y. C'est la dernière ligne droite, là. Vas-y. Des années d'entraînement pour 8 heures de concours. Lors de la dernière édition, la France a terminé 6e, très loin du podium. Dans la farine, la sueur et les larmes, le défi de Déborah et de ses coéquipiers, c'est de redorer non seulement les croissants, mais surtout le blason tricolore. Trois semaines plus tôt, il est 3 heures du matin dans cette petite ville alsacienne. Comme chaque dimanche, Déborah enfourne et défourne dans la boulangerie où elle est salariée. Pas moins de 2000 viennoiseries et baguettes, à l'heure où d'autres sommeillent ou font la fête. Ça prend... J'ai dû peut-être mettre quelques mois à pouvoir y arriver. Après, quand on regarde, ça paraît simple, mais pas si simple que ça, oui. Quand on est en vacances, par exemple, le toucher de la pâte, ça me manque, quoi. C'est... Ouais, c'est... Enfin, j'adore faire ça tous les jours. Après, l'odeur, je préfère les petits pains qui sortent du four. À 25 ans, Déborah est l'une des rares figures de proue glamour d'une profession encore majoritairement masculine. Elle adore façonner les croissants, surveiller les arômes du levain qui s'exhale dans le pétrin. À l'origine de sa passion, un drame familial. J'avais un frère et donc il était lui-même boulanger. Et donc il m'a transmis, en fait, étant petite à 14 ans, il m'a transmis en fait sa passion. Et donc j'ai fait un stage auprès de la boulangerie où il travaillait déjà. Et donc je me suis dit que j'allais donc faire ce métier à ses côtés. Et malheureusement, il est décédé lors d'un accident de la route. Et donc j'ai dû faire ses débuts seule. Et c'est aussi pour ça que je fais tous ces concours, justement, c'est pour qu'il soit fier de moi. Et vous pensez qu'il serait fier de vous aujourd'hui? Je l'espère. J'espère vraiment, ouais. Coucou, Frangine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Très bien. À tout à l'heure. Une histoire de famille, aujourd'hui encore. La vendeuse de la boutique, c'est Mélanie, la sœur aînée de Déborah. À 20 jours de la Coupe du Monde de la boulangerie, elle aussi commence à angoisser. On serre les pouces, hein. Et on lui souhaite que, voilà. De toute façon, ça va lui apporter que du plus, que du bonheur. Il te reste plus de petits croissants nature? Croissant nature, désolé. Non, je vais prendre 2 petits pains au chocolat alors et un croissant amande. Très bien. Si vous venez pas assez tôt, à 11h, là, il n'y a plus rien. Et vous saviez que la boulangère va participer à la Coupe du Monde de la boulangerie? Je savais, oui. Moi, je suis originaire du village, donc je suis très fier. Déborah travaille en boulangerie 6 jours sur 7, week-end compris. Son unique jour de repos, c'est le lundi. La jeune femme a un petit ami, mais vit encore chez ses parents. Son père est paysagiste, sa mère ouvrière. Chaque matin, Déborah leur fait goûter ses viennoiseries. Bon, on fait moitié-moitié? C'est comme tu veux. Oh, il y en a assez. La prodige des Fournils n'est pas issue d'une dynastie de boulangers. N'est-ce pas? Je suis couturière de base, mais je travaille en métallurgie. Ça n'a rien à voir, mais je faisais beaucoup de pâtes à sel et beaucoup de pâtes à modeler. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont tous lancés dans la boulangerie. Ouais, on faisait beaucoup de gâteaux au chocolat où on raclait tout, on mangeait tout et on se battait justement. Non, c'est moi qui racle le plat. Partout, les photos de son frère Vincent, disparu à 17 ans. La petite sœur lui dédie ses 10 années de compétition dans la boulangerie. C'est ma petite chambre. Et donc vous pouvez voir mes trophées que j'ai reçus
jusqu'à présent. Déborah a gagné la médaille d'or de la viennoiserie. Elle est aussi meilleure boulangère de France. Et depuis l'an dernier, championne d'Europe de la boulangerie. Ces trophées-là sont quand même... ils me boostent un peu justement à me dire allez, on va en rajouter un, on va rajouter le suprême, quoi. T'as commencé toute petite, on va chercher le dernier, quoi. Là, c'était le meilleur jeune boulanger d'Alsace. Là, j'avais 17 ans. Là, par exemple, c'est la galette à l'Élysée que j'ai remis à Nicolas Sarkozy. Moi, c'était un très fort moment, ouais. Même sous les lambris dorés de l'Élysée, la championne n'a jamais pris la grosse tête. Le lundi, Déborah s'accorde une petite heure dans la nature pour promener ses chiens. Sa seule respiration, loin des fours et des pétrins. Vous avez l'impression que Déborah, elle fait beaucoup de sacrifices en rapport à sa vie privée? Oui. Par rapport à sa jeunesse, surtout, je trouve. C'est-à-dire bon, ça fait partie de sortir en boîte, d'aller au cinéma, de tout ça. Elle le fait pas? Elle le fait un peu moins que je pense que tous les autres jeunes. C'est vrai que moi, à son âge, j'aimais beaucoup sortir avec mes amis, avec mon amoureux. C'est vrai que je sais pas si j'aurais pu laisser toute cette petite vie privée, toute cette jeunesse comme ça de côté pour une passion, quoi. On est ses premières fans, de toute façon. Oui, de toute façon. On l'a toujours été. Oh, t'es en forme en plus. Ici. Le lendemain, Déborah s'accorde quelques jours de vacances. Mais pas question de se reposer. Elle prend la route de Lille pour s'entraîner. Nous retrouvons les Bleus dans la capitale nordiste. L'équipe de France est composée de 3 boulangers. Déborah, l'Alsacienne, Claude, venu de Haute-Savoie, et Cyril, du Beaujolais. Voilà le chemin de la gloire. Ou du désespoir. L'équipe s'apprête à vivre 8 heures d'entraînement en conditions réelles, sans même une pause déjeuner. Ah, il fait pas chaud ici. Choc thermique. Les champions ne sont pas payés, juste défrayés pour leur déplacement. Vous avez travaillé jusqu'à tard hier? Jusqu'à 1h du matin, donc levé à 5h. Voilà, puis toute la nuit, on révise, on répète son organigramme, les gestes qu'on va faire, qu'on va enchaîner. Comme c'était un circuit qu'on devait faire pour gagner, pour optimiser au maximum le temps. Comme des sportifs de haut niveau, les Bleus ont un coach, Stéphane, ancien boulanger, aujourd'hui salarié d'une grande marque de levure. Ça me donnait une idée de la hauteur. Voilà. Donc je rappelle l'objectif de la journée, hein. Dernière répétition avant le jour J. Donc allez, go, pour 8 heures, non-stop. Hein. Et vous lâchez rien. Hein. Vous faites comme si on y était. Hein. Déborah a 8 heures pour réaliser près d'une centaine de viennoiseries. Des créations libres et des figures imposées. Comme ce grand classique tricolore. Les croissants pur beurre et français. On aura les meilleurs. Cyril, 43 ans, concourt lui dans la catégorie pain du monde. Dessous, il y a des boules de maïs et de quinoa. Le roi de la baguette se démarque avec des créations originales, comme cette ficelle multicolore aux 3 sortes de graines. Qui m'a piqué mon rouleau? Non. Déborah, tu l'as caché, je le sais. Non, mais je peux te prêter le mien si tu veux. Ah, ben t'es un amour. Toi, je t'avais dit. Claude, 46 ans, c'est l'artiste. Il réalise une sculpture, une œuvre d'art en pâte à pain. Le thème de la Coupe du Monde, le sport de votre pays.